Un jour, je serai présidente, un film de Caroline Béag et Marie-Noëlle Dumais, alors qu'Angela Merkel brigue son 4e mandat de chancelière en Allemagne ou que Theresa May en Grande-Bretagne pilote la sortie du pays de l'Union européenne près de 30 ans après le règne de Margaret Thatcher, une dame de fer qui aura marqué de son sceau toute l'Europe. Qu'en est-il de la situation en France ? À quand une femme présidente? Est-ce un mantra, un vœu pieux dans notre scène politique française? Les femmes sont-elles condamnées à demeurer les potiches de la République? Pour en débattre, Chantal Jouanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice UDI-UC de Paris et vous êtes présidente de la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Vous avez été plusieurs fois ministre ou secrétaire d'État, notamment à l'écologie et ministre des Sports. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Frédéric Matonti, bonjour. Vous êtes politiste et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous avez écrit un livre à sortir le 18 mars aux éditions La Découverte, Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique. Bienvenue. Enfin, à côté de vous, Frédéric Lemaître, bienvenue à vous. Vous êtes l'ancien correspondant du Monde en Allemagne où vous êtes resté près de 6 ans et vous êtes maintenant au service débat du journal. Bienvenue. Chantal Jouanneau, les femmes, je le disais, sont-elles condamnées à rester les potiches de la République en France? Terme un peu provocateur qu'on a découvert dans le documentaire. Non, elles ne sont pas condamnées, mais c'est vrai que c'est quand même un rôle auquel on veut toujours les assigner d'une manière ou d'une autre. Et l'argument de la parité, c'est bien d'avoir une femme sur la photo ou dans les équipes, reste un argument qu'on entend encore aujourd'hui. C'est presque un argument marketing, selon vous? C'est parfois un argument marketing. En fait, en politique, il y a la partie visible, donc il y a toutes les attaques visibles machistes qu'on peut entendre, qui nous sont plutôt utiles d'ailleurs finalement, parce qu'elles ringardisent l'adversaire. Et puis il y a surtout la partie invisible, de l'inconscient collectif en politique, la place qu'on va vous assigner même physiquement dans une réunion, la manière dont on va vous écouter, qui est peut-être le plus dur dans la politique que l'attaque visible. Frédéric Matonti, est-ce que les Français sont prêts à élire une femme? Et pourquoi est-ce qu'on en est encore aujourd'hui à avoir des femmes qui sont presque, je dirais, spectatrices du débat, encore un peu? Alors, je pense que les Français sont éventuellement prêts à élire une femme. Le problème, c'est tous les échelons qu'il faut passer pour pouvoir arriver au premier plan, et donc pour pouvoir être candidate à la présidentielle avec une chance potentielle de l'emporter. Et c'est ça, en réalité, la véritable difficulté. Parce que autant on peut dire la parité a permis que les femmes soient plus représentées dans les assemblées les plus importantes, je dis bien plus représentées et pas représentées à parité, mais en revanche, qu'elles puissent jouer les premiers rôles, on n'en est pas encore là. On remonte effectivement à Édith Cresson pour avoir une femme Première ministre en France. Justement, Frédéric Lemaître, vous avez donc passé plusieurs années en Allemagne. Je parlais d'Édith Cresson à l'instant. Comment expliquer la longévité d'Angela Merkel? Est-ce que les Allemands sont plus en avance que les Français? Oui, vraisemblablement. Sa longévité tient en partie à sa personne, mais je pense en grande partie à sa politique. Alors, est-ce que sa longévité s'explique par le fait que ce soit une femme? J'en suis pas sûr. Elle n'en a jamais joué, finalement. Elle en a jamais joué, elle en a profité quand même. Je veux dire, elle a commencé la politique en décembre 1989, donc un mois après la chute du mur. Elle n'est même pas allée à la CDU, elle est même allée voir côté SPD, côté Vert, etc. Et elle est devenue ministre 13 mois après, ministre d'Helmut Kohl, au droit de la femme. Porte-parole très vite du gouvernement. Voilà, très vite, enfin porte-parole du dernier gouvernement d'Allemagne de l'Est, porte-parole adjointe. Et à partir de 91, elle est devenue ministre, après ministre de l'Environnement et présidente de la CDU, ou secrétaire générale et présidente de la CDU. Donc c'était dans ce pays qui est quand même très conservateur, l'Allemagne, où vous n'avez aucune chance de devenir député si vous n'avez pas été dans le mouvement de jeunesse du SPD ou de la CDU quand vous avez 16 ans. Elle a fait un parcours fulgurant. Alors après, sa longévité s'explique à mon avis par d'autres raisons. Qu'est-ce qui fait, Chantal Jouanneau, que nous ne sommes pas l'Allemagne, par exemple, ou nous ne sommes pas britanniques? Déjà, on a un système électoral qui est différent. Ouais. On recherche un peu l'homme providentiel. L'élection présidentielle pousse à l'évidence à ce type de comportement et à ce type de relation. On avait un long héritage monarchique et militaire qui fait que dans la pratique de la politique, pour l'avoir expérimenté, il y a en plus une place importante au physique, à l'art oratoire, qui
qui est extrêmement important, surtout dans les meetings. Et après, les corps intermédiaires, en l'occurrence les partis, on ne va pas se mentir, puisqu'on le voit bien, quand on a une loi qui oblige à la parité dans l'élection, par exemple à la proportionnelle, eh ben, on a 50% par exemple sur les conseils départementaux, mais quand il s'agit d'accéder à des postes exécutifs, où là, c'est un choix qui est souvent interne aux différents partis, et ben on retombe toujours sur le même rapport où les femmes représentent moins de 20%, grosso modo, des exécutifs. Frédéric Matonti, quand Chantal Joanneau nous dit que c'est aussi une question d'institution, c'est que pour pouvoir y arriver, finalement, il faudrait être dans une forme de démocratie parlementaire. Là, chercher l'homme providentiel dans notre 5e République, je crois qu'on est dans quelque chose de presque monarchique, donc finalement, on cherche un père. Alors, je pense qu'il y a cet effet-là, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a implicitement dans notre 5e République, comme le dit d'ailleurs le reportage, le documentaire, il y a cette idée du père fondateur qui est De Gaulle, avec cette espèce d'autorité charismatique, en tout cas construite comme telle. Je pense que ça compte. Je pense qu'il y a aussi, si on compare avec l'Allemagne, un autre phénomène qui a été montré, c'est-à-dire que quand on regarde ce qu'est le statut des femmes en Allemagne, il est paradoxalement, dans la société, il est paradoxalement moins favorable aux femmes que ça n'est le cas en France. En revanche, les partis politiques sont beaucoup plus ouverts à la présence des femmes et peuvent avoir en leur sein des groupes femmes qui ont promu justement des futurs élus. Alors qu'en France, il y a très très peu de promotion interne dans les partis politiques des groupes femmes. C'est frappant, il y en a eu un tout petit peu au Parti socialiste, ça a disparu très très vite avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Et puis, la faible porosité qu'a le système politique français à ce qui se passe dans le mouvement social. Et donc, il y a très, très peu de reprises. Parce que le mouvement associatif est très... Voilà, le mouvement associatif est beaucoup plus féminisé. Il y a des actions collectives des femmes. Il y a un féminisme qui existe sous des formes très variées, allant, y compris, il en existe des formes à gauche, mais aussi à droite. Et pourtant, là, il n'y a pas de porosité entre le champ politique et le monde associatif. Et ça, c'est vraiment un obstacle. Frédéric Lemaître, sur l'aspect constitutionnel, enfin l'aspect institutionnel peut-être. Je pense que, comme l'a dit Madame Joanneau, effectivement, les Allemands n'élisent pas leur président de la République. Et le chancelier ou la chancelière est issu du Bundestag. Angela Merkel a encore son bureau au Bundestag, elle y va. Et Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances, dit « Moi, dans ma conception de la démocratie, c'est moi son patron. C'est pas ma patronne, c'est moi son patron. Parce que c'est moi qui l'ai élu chancelière. Elle va demander à chaque fois un mandat quand il s'agit de négocier pour quoi que ce soit. Absolument. Et de fait, je pense que les partis politiques allemands qui ont plus d'adhérents et plus de militants que les partis politiques français sont aussi bien plus liés à la société civile, qui est également plus forte que la société civile française. Donc ça, c'est vrai. On est en retard, Chantal Joanneau, sur cette porosité justement entre société civile, société politique qui pourrait permettre de faire émerger, on voit Corinne Lepage sur les images derrière vous, ce type de profil ou encore Eva Joly, c'est encore des exceptions? Oui, on est en retard et ça ne change pas beaucoup. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité sur justement la parité en politique montre très clairement, grosso modo, que s'il n'y a pas de loi qui oblige à la parité, il n'y a pas de parité, voire même ça peut reculer si la loi recule. Donc on ne peut pas dire que le mouvement politique soit très porteur. Et en même temps, je constate que la société, elle se féminise. Enfin, il y a encore pas mal de champs où il y a des progrès à faire. Mais, et en même temps, quand une femme porte une candidature féminine ou féministe ou met en avant cet argument, on ne peut pas dire que ça ait un impact extrêmement positif. Voilà, ce n'est pas non plus un argument nécessaire. Et d'ailleurs, je pense que jouer la différenciation féminine en politique serait une erreur, puisque c'est le contraire d'un discours égalitaire. Ça voudrait dire que si on met en avant des différences naturelles hommes-femmes, on cautionne beaucoup de discours qui vont vraiment à l'encontre du principe d'égalité. Et donc c'est plutôt dans la sexuation, je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, de la politique qu'il faut établir un nouveau registre. Par exemple, est-ce à dire qu'il ne faudrait pas qu'on féminise les termes, je pense à Michel Alliot-Marie notamment, qui refuse qu'on l'appelle Madame la ministre, qui souhaite qu'on l'appelle Madame le ministre. Est-ce que là, c'est quoi? C'est presque cosmétique ou c'est véritablement important pour se positionner en tant que homme, femme politique, intervenant politique et pas comme quelqu'un de sexualisé?
Non, moi je trouve que c'est important cette histoire de féminisation des titres parce que la langue, c'est quand même quelque chose dans lequel on baigne, qu'on répète. Et le fait qu'on puisse entendre Madame la ministre plutôt que Madame le ministre ou Madame la professeure ou plutôt que Madame le professeur, je pense que ça a une importance. C'est tout simplement parce que c'est un effet de socialisation diffuse. Donc ça, je trouve ça très bien. Vous vous faites appeler comment Ah non, moi je me fais appeler Madame la sénatrice, Madame la ministre. J'ai même été Madame la sous-préfète, donc j'ai tout subi. Hein. Enfin, sous-préfète, c'était dur. Mais non, ça, moi, je féminise parce qu'il y a une différence entre une forme d'asexuation de la manière dont on fait de la politique et systématiquement se référer à un discours dont la norme est le masculin. C'est différent, c'est pas la même chose. Alors, justement, à ce propos, j'aimerais qu'on revienne un instant au documentaire. En 1981, Marie-France Garot se présente à l'élection présidentielle et joue justement de sa féminité pour mieux bousculer les codes. On réécoute. Le problème de la défense. C'est un problème de guerre ou de paix, donc c'est un problème d'homme. Mais c'est aussi le problème de l'avenir de nos enfants, de leur vie. Et ça, c'est un problème de femmes. Alors, puisque les hommes parlent de la condition féminine, eh bien, moi, une femme, je vais dire un mot du problème de la défense. Frédéric Lemaître, quand on voit Marie-France Garot qui, dans ses attributs, là elle a son tailleur, Chanel, qui parle de ces questions de défense, ça renverse un petit peu les codes. Comment ça se passe chez nos voisins? Est-ce qu'on est dans cette idée aussi où on peut jouer de sa féminité pour mieux se positionner sur des thématiques qui semblent être de prime abord celles plutôt dévolues à des hommes? Je ne pense pas que les femmes politiques jouent beaucoup de leur féminité en Allemagne. Bon, on le voit bien même avec les costumes d'Angela Merkel, voilà, qu'on voit toujours en pantalon. Il y a même eu un constructeur automobile, enfin loueur de voitures automobiles, qui a fait sa campagne publicitaire des années 90 en se moquant de la coiffure de Merkel, ce qui a beaucoup vexé. En revanche, vous avez la ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, qui est quand même une des stars de la CDU et qui pourrait éventuellement un jour succéder à Merkel, qui était ministre de la condition féminine, pour commencer, puis après et du travail, et maintenant ministre de la Défense. Et là, alors que quand même l'Allemagne était en Afghanistan, etc., son premier message, c'était de dire il faut que les militaires puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle était tout à fait, sur un registre quand même assez classique pour une femme, beaucoup plus que pour un ministre de la Défense. Elle a pris tout le monde à contre-pied. Donc là, on peut dire qu'elle a joué sur le côté femme. Est-ce qu'il existe un genre présidentiel, justement, Frédéric Matonti? Est-ce qu'il y a des dossiers dévolus aux hommes, aux femmes? Est-ce qu'on est encore dans cette différenciation sexuée des dossiers? Je pense qu'il faut le dire en deux étapes. Tout d'abord, effectivement, il y a des ministères ou des délégations dans une municipalité qu'on va donner plus spécifiquement aux femmes et dont les femmes vont s'emparer quasi, je mets des guillemets, naturellement. Tout ce qui relève du domaine du care, les femmes, on leur affecte assez volontiers ces dossiers et les femmes elles-mêmes choisissent ces dossiers. Le care étant le soin, la protection. Voilà, et souvent dans la prolongation, je dirais, de leur activité professionnelle. C'est-à-dire que c'est ce qu'elles savent faire dans la vie professionnelle. Donc, autrement dit, quand elles arrivent dans un poste, elles disent ça, je vais arriver à le faire. Alors que quand on met un homme dans la même situation, même s'il n'a aucune compétence sur l'infrastructure, sur les finances, sur les grands travaux, il va quand même accepter de le faire sans jamais penser à un seul moment qu'il pourrait ne pas être compétent ou qu'il n'est pas légitime. Il y a une forme d'autocensure chez les femmes et à laquelle répondent des habitudes aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura plutôt tendance à mettre des femmes dans ce genre de position quand on est Premier ministre ou quand on est un maire d'une grande ville ou d'une petite ville, plutôt que faire des choix un peu plus hasardeux. Sur la question de la défense dont vous parliez, je suis d'accord, mais ce n'est pas pour rien que ça se passe en Allemagne. C'est-à-dire que l'armée allemande, elle n'a pas exactement les mêmes prérogatives que l'armée française. Alors, on a eu une femme ministre de la Défense, mais bon. On a eu Michel Alliot-Marie. Qui a été ministre de l'Intérieur également. Comment ça se passe, Chantal Jouanneau, au quotidien? Est-ce qu'on vous ramène, et on en discutait tout à l'heure avant le début de cette émission, vous avez eu, vous, à gérer des attaques sexistes de la part de vos pairs. Comment est-ce que vous le vivez au quotidien, ce genre de choses? Comment est-ce qu'on l'accueille, entre guillemets? Dans la partie, j'allais dire, purement professionnel, travail interne au Sénat, non. Parce que moi, je suis en plus très spécialisée sur un sujet qui est celui de l'environnement, aménagement du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, jamais, en tout cas, j'ai eu à souffrir d'attaques ou de difficultés particulières. Par contre, quand on arrive dans le cadre des partis politiques ou des élections, alors là, c'est autre chose. Effectivement, ça a été à
plusieurs reprises, alors parce qu'en plus je réponds, donc ça n'aide pas. Et donc à plusieurs reprises, oui, ça renforce. Moi, j'ai découvert la question du féminisme en politique, hein. Enfin, un petit peu dans ma précédente carrière professionnelle, puisque j'étais au ministère de l'Intérieur ou encore préfectoral. Je ne peux pas dire que ce soit très féminisé, malgré les discours. Et puis, surtout en politique. C'est devenu un problème en politique, alors que j'ai eu une éducation où je faisais du karaté, donc j'étais dans un milieu masculin, et ça n'a jamais posé de problème. C'est vraiment ici, et où on a subi, dans le cadre des élections, je dis vraiment c'est un cadre particulier, c'est pas du tout dans la vie quotidienne du Sénat que je l'ai ressenti, c'est ce type d'attaque. Frédéric Lemaitre, comment ça se passe typiquement en Allemagne? Est-ce qu'on s'autorise en fait des attaques aussi fortes pendant les campagnes électorales et clairement parfois, ce qu'a eu à subir Chantal Joanneau, en dessous de la ceinture? Non, enfin, déjà, je trouve que le débat politique en Allemagne est beaucoup plus policé qu'il n'est en France, de manière générale. Sans parler, voilà. Il y a quand même eu un mépris pour Merkel, qui était très fort durant toutes les années 90. Elle a quand même pleuré quand elle était les premières années ministre. Gerhard Schröder l'a méprisé quand il a même feint d'avoir gagné les élections de 2005. Et pendant quelques heures, il a introduit le flou et il méprisait totalement Merkel. Il n'aurait jamais osé mépriser Kohl ou un homme s'il avait eu un homme face à lui comme président de la CDU, ça c'est clair. Je pense que maintenant, ces attaques se sont estompées. Vous êtes d'accord, Frédéric Matanti? On a quand même fait des progrès sur ces questions-là de sexisme. Les nouvelles générations sont-elles mieux éduquées, entre guillemets? Non, toujours pas. C'est-à-dire, ce que j'essaye de montrer, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que précisément, on est à un moment un petit peu compliqué où la parité a eu presque eu un effet de renforcer l'apparition des stéréotypes. C'est-à-dire que, évidemment, du point de vue du nombre, il y a beaucoup plus de femmes dans l'espace public. Et parfois de femmes de premier plan, dès qu'on commence à entrer dans la logique ministérielle, avec des gouvernements qui tendent à devenir paritaires, en tout cas pour le moment. Mais ça a eu plutôt pour effet de donner lieu à de très nombreux stéréotypes et le fait que les femmes sont présentées toujours de manière extrêmement classique. C'est-à-dire qu'on voyait tout à l'heure l'image de Marie-France Garot, mais en gros, quand même, une femme, elle est toujours... Quand on fait un portrait d'elle, on va parler de son physique. Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle n'est pas jolie? Comment elle est habillée? Est-ce qu'elle est bien habillée? On va mentionner le fait qu'elle a des enfants ou qu'elle n'a pas d'enfants. On va parler de son compagnon éventuellement. On va parler de son père. Bref, il y a une manière de parler des femmes en politique dont on ne parle pas, et on ne parle pas évidemment des hommes de la même manière. Donc ça, je pense que la multiplication du nombre de femmes dans l'espace public, la multiplication du nombre, a eu un effet un peu paradoxal pour le moment, qui est le fait qu'on a beaucoup plus entendu de discours stéréotypés dans les 10-15 dernières années. Il y a d'autres facteurs. Et ça, c'est la faute à qui? C'est à la fois la faute de vos collègues potentiellement parlementaires. On se souvient des caquetages, par exemple, dans l'hémicycle, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, des attaques vis-à-vis de Cécile Duflot et de sa robe à fleurs quand elle est venue prendre la parole lors d'une séance de questions au gouvernement. On pourrait penser tout de même que le rajeunissement de vos confrères hommes aurait pu pousser à changer un petit peu ça. C'est pas le cas? Bah, pas du tout. Ah oui? Non, c'est pas. En tout cas, alors, effectivement, les lois sur la parité, elles ont obligé des hommes à laisser leur place. C'est normal. Et c'est un milieu concurrentiel, la politique. Donc, forcément, ça a créé des grincements de dents et forcément, ça a créé des réactions négatives. Donc, ça, c'est une réaction tout à fait logique. Deuxièmement, pour les nouvelles générations, dès lors qu'elles sont moins policées en politique, beaucoup moins, je ne peux pas dire du tout qu'il y aura un effet de génération, que les anciennes générations seraient plus misogynes que les nouvelles. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Matanti? Je pense qu'il est clair que, d'abord, là, on ne peut en sortir que, bien évidemment, avec le fait qu'il y aura plus de femmes en politique dans des positions importantes, qu'il faut sans doute réfléchir autour de statuts de l'élu qui sont pour l'instant pas encore tout à fait au point, en tout cas pas au niveau où on peut commencer une carrière politique de manière suffisante. Je pense aussi que ça passe par l'éducation, incontestablement. Et alors du coup, Chantal Joanneau, à quand une femme présidente? Oh, le pays est prêt. Honnêtement, sur la campagne de 2007, parce que moi j'ai eu la chance de la faire de l'intérieur, alors pas dans le camp de Ségolène Royal, mais dans le camp de Nicolas Sarkozy, le débat était très ouvert. Ça s'est pas, il y a eu une évolution sur les dernières semaines, mais ça s'est pas joué à énormément de choses. Et Ségolène Royal a parfaitement tenu sa place comme candidate à l'élection présidentielle. D'ailleurs, comme toutes les femmes candidates, elle a plus souffert d'attaques
souffert d'attaques internes que d'attaques externes, ça c'est assez classique. Mais donc le pays est prêt. Moi, j'ai pas tellement de... Alors, je souhaite absolument pas que pour la prochaine élection présidentielle en France, ce soit une femme, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son caractère féminin, pour d'autres raisons. Mais je pense que ça ne pose pas de difficulté. Après, au-delà de tous les aspects, effectivement, que vous évoquiez, plus de femmes en politique, tout ce qu'on peut faire dans le domaine de l'éducation, la lutte contre les stéréotypes, c'est à nous aussi, collectivement, effectivement, de prendre toute notre place et de ne pas attendre qu'on vous la donne. Il faut oser prendre une chaise et aller se mettre devant le président de séance quand on assiste à une réunion, comme le ferait n'importe quel homme. Ouais. Bon, écoutez, Frédérique Matonti, j'allais dire juste un truc quand même, peut-être sur Marine Le Pen. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que précisément, si elle est là où elle est, c'est qu'elle a hérité de son parti. Elle n'a pas eu à se battre. Elle a hérité de son parti comme elle a hérité de Montretout. Donc elle n'a pas eu à passer les échelons que les autres femmes ont passés. C'est un immense avantage. Alors je suis d'accord, j'espère que cet avantage n'ira pas au bout. N'ira pas au bout, mais... Eh bien, pour ça, réponse dans quelques semaines. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ces questions. Pour continuer, pour prolonger, je vous propose quelques livres. Marlène Coulon-Gully, chez Belin, en 2016, Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles. Régine Saint-Cric, aux éditions Bourrin, Petit manuel à l'usage des femmes en politique. Enfin, Mariette Sinaud, presse de Sciences Po, Femmes et pouvoir sous la Ve République, de l'exclusion à l'entrée dans la course présidentielle. Et bien entendu, Frédérique Matonti, donc, à sortir en mars 2007, Le genre présidentiel, enquête sur l'ordre des sexes en politique. Merci à vous. Nous, on continue avec notre second film, direction l'Allemagne, justement. Près de 30 ans après la chute du mur de Berlin, la mémoire des fautes, des crimes du régime de l'ex-RDA reste vive. Pendant des années, des enfants ont été volés, arrachés à leur famille par l'État. Une manière de rééduquer ces jeunes gens dans la ligne du parti. Un film qui raconte des vies brisées, les enfants volés de la Stasi. C'est un documentaire de Gad Charbit et Anne Véron. À tout à l'heure.